Salut, aujourd'hui je réponds aux questions qui ont été posées en commentaire sous la vidéo qui parlait d'Interstellar. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder, ce sera plus simple pour suivre les questions. Bon, il y a eu plus de 1000 commentaires, donc il a fallu faire des choix, il y avait plein de questions intéressantes, malheureusement j'ai pas pu tout garder. Ok, on va commencer par répondre aux questions que j'avais posées dans la vidéo. La première concernait les images des étoiles qui défilaient rapidement à proximité du trou de verre. Donc Vincent Jaillet nous dit: ne serait-ce pas dû au fait que si un point lumineux se déplace plus vite, c'est parce que c'est un astre derrière le trou noir, qui a son alignement avec le trou noir et l'observateur presque parfait. Cela produit une accélération du point lumineux quand il franchit cet axe d'alignement parfait. Et oui, c'est exactement ça. Quand l'étoile est juste derrière le trou noir, un petit peu à gauche, à cause de la déformation, son image apparente va être très décalée sur la gauche. Et une fraction de seconde après, on devrait l'avoir un petit peu sur la droite, et pareil, à cause de la déformation, on la retrouve très décalée sur la droite. Donc en peu de temps, la position réelle, elle passe d'une position qui est un petit peu à gauche à une position un petit peu à droite, et la position apparente, elle passe d'une position très à gauche à une position très à droite. Et donc ça crée l'illusion d'une vitesse de déplacement très élevée. La deuxième question, c'était sur le cercle lumineux autour du trou noir. Florian demande: le cercle entourant le trou noir, c'est l'horizon visible ou quelque chose comme ça, non ? Ça a un rapport avec l'anneau d'Einstein, c'est la courbure maximale que peut prendre la lumière avant d'être aspirée. Alors non, c'est pas l'horizon, en fait ça correspond à une image déformée du disque d'accrétion. On avait vu que, à cause de la présence du trou noir, les rayons étaient légèrement déviés et ça permettait de voir relever le disque d'accrétion sur le dessus et sur le dessous. Et bien l'image du cercle qu'on voit, ça correspond à des rayons qui passent très près du trou noir, si près qu'ils vont faire carrément un demi-tour ou même un tour complet autour du trou noir. Pour un trou noir statique, c'est-à-dire un trou noir qui n'est pas en rotation, la dernière orbite stable, c'est un cercle de rayon 1,5 fois le rayon de l'horizon. Donc l'image du cercle qu'on voit, elle est très proche de cette dernière orbite stable, et elle n'est pas au niveau de l'horizon, elle est à un rayon 1,5 fois plus élevé. Donc dans l'image du trou noir, le cercle lumineux qu'on voit, ça correspond à des rayons qui font une ou plusieurs fois le tour du trou noir, et l'horizon, lui, il n'est pas visible, il est représenté par un cercle qui est plus proche du centre du trou noir. Ensuite, toujours sur les déformations des trajets des rayons, Marvin Kwame nous demande comment le chat ou l'ours font pour être précis lors de la chasse des poissons dans l'eau. Est-ce qu'ils arrivent à corriger l'illusion? Eh bien, soit ils ratissent large en mettant un gros coup de patte, soit ils connaissent les lois de l'optique et ils se mettent pile à la verticale du poisson. Quand les rayons sont perpendiculaires à la surface entre l'eau et l'air, ils ne vont pas être déviés, et donc l'image apparente qu'on voit, ça correspond bien à la direction de la position réelle du poisson. Question suivante, Romain Julien nous demande comment peut-on dire que l'univers a 14 milliards d'années si le temps est relatif? L'univers a-t-il le même âge si on est sur Terre, dans l'espace ou aux abords d'un trou noir? Alors effectivement, la mesure du temps dépend de deux choses, la vitesse de l'horloge qui fait la mesure et la position de cette horloge par rapport aux objets massifs. Quand on dit que l'univers a 13,7 milliards d'années, c'est pour des horloges qui sont à peu près fixes par rapport aux galaxies environnantes et qui sont loin des objets massifs comme les trous noirs. Effectivement, si vous allez très vite par rapport à ce genre d'horloge ou si vous êtes à proximité d'un trou noir, vous n'allez pas mesurer la même durée. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, en relativité, tous les observateurs ne se valent pas. Il y a un certain nombre d'observateurs qui sont privilégiés, on appelle ça les observateurs comobiles. Intuitivement, c'est les observateurs qui sont fixes par rapport aux galaxies environnantes. Plus précisément, ce qui les différencie des autres, c'est que peu importe la direction dans laquelle ils regardent, ils voient l'univers globalement de la même manière. De leur point de vue, en moyenne, si on regarde l'univers à très grande échelle, on n'a pas de différence suivant la direction dans laquelle on regarde. On dit que l'univers est isotrope. Et ça devient faux si vous voyagez quasiment à la vitesse de la lumière. Les galaxies qui sont en face de vous, vous avez l'impression qu'elles vous foncent dessus, et les galaxies qui sont derrière vous, elles ont tendance à s'éloigner. Et donc pour cet observateur, l'univers n'est pas isotrope, c'est pas un bon observateur pour mesurer l'âge de l'univers. Question de Steven Coladonato, concernant les nuages de glace, est-ce que c'est possible? D'après Kip Thorne, le physicien qui a travaillé sur le film, ces nuages, ce sont des nuages de dioxyde de carbone, donc de CO2. Il y en a une partie sous forme vapeur et une partie sous forme solide. Donc quand on a plusieurs phases comme ça, pour comprendre la situation, on trace souvent un diagramme pression-température. Sur ce diagramme, on voit le domaine du gaz, le domaine du solide et entre les deux, le domaine du liquide. Donc si on vous dit qu'on a un nuage qui est constitué à la fois de gaz et de solide, eh bien entre les deux, on devrait passer par une phase liquide
et donc il devrait y avoir des pluies de dioxyde de carbone. On peut imaginer que sur la planète, le CO2 a été amené à haute altitude avec un volcan par exemple. Ensuite il va se mettre à redescendre, et comme sur Terre, plus vous redescendez et plus la pression va augmenter. Sur le diagramme pression-température, la pression est en ordonnée, et donc plus la pression augmente, et plus le point du diagramme doit être déplacé vers le haut. Et donc en montant le point, on voit qu'on passe du domaine du gaz au domaine du liquide, puis au domaine du solide. Quand vous augmentez la pression d'un gaz, quand vous le comprimez, il va devenir liquide, un peu comme dans les bouteilles d'air liquide. Et si vous continuez à comprimer le liquide, cette fois, il va devenir solide. Sauf que sur la planète Man, il fait très froid. Sur le diagramme pression-température, la température est en abscisse, et le froid est à gauche et le chaud est à droite. Et s'il fait suffisamment froid, on voit qu'on peut passer en dessous de ce point qu'on appelle le point triple. Et en dessous du point triple, le solide se transforme directement en gaz sans passer par le liquide. On appelle ça la sublimation. Donc s'il fait très froid, dans le nuage, on n'a pas de liquide, on a un mélange de CO2 gazeux et de CO2 solide. Et si le nuage flotte, c'est sûrement parce qu'il y a beaucoup plus de gaz que de solide et que l'atmosphère de la planète est très dense. À propos de la visualisation de la courbure de l'espace-temps avec le drap, Jean-Barc demande « La Terre qui crée un creux, c'est pas juste en dessous, car il n'y a pas de haut ni de bas, c'est tout autour. » Alors oui, la visualisation de la gravité avec le drap, ça permet de comprendre un petit peu ce que c'est que la courbure, mais ça atteint très vite ses limites. En relativité générale, quand on veut représenter les effets de la courbure, on va tracer une surface à 2 dimensions, et ensuite on va prendre des plans tangents, on va transporter des vecteurs sur cette surface, etc. Mais l'espace-temps réel, il n'a pas 2 dimensions, il en a 4. Et donc on rate une dimension spatiale, on rate la dimension du temps, et comme le dit Jean-Barc, on donne la fausse impression que les planètes sont attirées par le pôle sud de l'étoile. Donc il y a pas mal de défauts, mais on n'a pas trop le choix. Pour visualiser la courbure de l'espace réel, il faut le plonger dans un espace avec une dimension supplémentaire. Et comme nous on voit en 3D, la solution c'est de visualiser l'espace réel comme un espace à 2 dimensions, plongé dans un espace à 3 dimensions. Si vous voulez, il y a ScienceClick qui a fait une animation de la déformation de l'espace-temps, ça vous donne une intuition qui est déjà un peu plus proche de la réalité. Je vous ai mis le lien en description. Question de Nicotab, moi j'ai du mal à comprendre les alignements plats comme le disque de Saturne, les planètes du système solaire, les bras d'une galaxie. Alors très bonne question, je ferai sûrement un jour un épisode spécialement dédié à ce sujet. La réponse rapide, c'est qu'à chaque fois, on a des objets en rotation. Donc au début, il y a plein d'objets qui tournent dans tous les sens, et chaque objet tourne dans un plan donné. Ce plan, il est perpendiculaire à un axe, et cet axe, il est donné par ce qu'on appelle le moment cinétique de l'objet. Donc chaque objet va avoir son propre moment cinétique, et ce qu'on peut faire, c'est calculer le moment cinétique moyen de tout le système. Donc on a un moment cinétique moyen qui pointe dans une certaine direction, et on va avoir un plan perpendiculaire à cet axe, et c'est dans ce plan que vont finir par tourner tous les objets à la fin. Alors la question c'est pourquoi est-ce que les objets finissent tous dans le même plan? Eh bien c'est parce que dès qu'un objet est en dehors de ce plan, il va avoir beaucoup plus de chances de subir des collisions, et ça va le ramener progressivement dans le plan final. Si on reprend l'image du drap à 2 dimensions, on a des objets qui tournent dans un sens, d'autres objets qui tournent dans l'autre sens, et à la fin, à cause des collisions, il ne reste plus que quelques objets qui tournent tous dans le même sens. Ça vient du fait que si vous n'êtes pas dans le sens pris par la plupart des autres objets, vous avez plus de chances d'entrer en collision avec eux. Et à 3 dimensions, c'est pareil, chaque objet a son plan de rotation au début, et à chaque collision, les plans vont avoir tendance à se rapprocher du plan moyen. Donc si le plan est au-dessus, petit à petit il va être abaissé, et s'il est en dessous, petit à petit il va être remonté vers le plan final. Et si on attend suffisamment longtemps, à la fin, toutes les planètes tournent dans le même sens et dans le même plan. Bon, c'est pas parfait, il y a toujours des objets qui sont pas dans le plan, mais ils ont beaucoup plus de chances d'entrer en collision avec les autres. Donc imaginez un astéroïde qui n'est pas du tout dans le plan du système solaire. Au bout de quelques millions d'années, il va entrer en collision avec un des objets du plan, et ça va le faire dévier de sa trajectoire. Alors qu'un objet comme Mars qui est parfaitement dans le plan et qui tourne dans le même sens que tous les autres, il a très peu de chances d'entrer en collision avec les autres planètes. Ensuite, question de Pause Café BD, comment la gravité fait-elle pour ralentir le temps? Alors effectivement, on entend souvent dire que la gravité ralentit le temps, mais c'est pas dans cet ordre-là qu'il faut le prendre. C'est d'abord la présence de matière ou d'énergie, comme le trou noir, qui va déformer l'espace-temps, et ensuite c'est cette déformation qui va courber la trajectoire des objets, un peu comme s'ils étaient attirés par une force de gravité. Mais je rappelle, en relativité générale, il n'y a pas de force de gravité.
Si les objets sont attirés par les étoiles et les trous noirs, c'est à cause de la courbure de l'espace-temps. Donc l'ordre logique, c'est masse implique courbure de l'espace-temps, qui implique une déformation des trajectoires. Question de Hyperlios, est-ce que c'est pas une simplicité scénaristique que la gravité puisse aller dans le passé? Si, c'est totalement inventé pour le film. Tout ce qui se passe à partir du moment où Cooper traverse l'horizon, c'est de la science-fiction. Donc il y a beaucoup d'éléments scientifiquement valides dans le film, mais il y a bien sûr beaucoup d'éléments de science-fiction aussi. Céleste Blanche nous demande, existe-t-il une modélisation ou une animation qui expliquerait à quel point les trous noirs sont denses par rapport à la Terre ou au Soleil? Alors la densité, ça dépend du type de trou noir. Les trous noirs supermassifs, par exemple, ils sont pas si denses que ça. C'est un peu bizarre, mais la masse d'un trou noir, elle est proportionnelle à son rayon. D'habitude, quand la densité de l'objet est constante, si vous multipliez le rayon par 10, le volume va être multiplié par 1000, et donc la masse va aussi être multipliée par 1000. Et bien pour les trous noirs, ça marche pas comme ça. Quand vous multipliez le rayon par 10, la masse, elle est aussi multipliée par 10 seulement. Et donc quand vous prenez un trou noir de plus en plus grand, le volume va beaucoup augmenter par un rapport de 1000, mais la masse, elle va augmenter seulement d'un rapport de 10. Et donc la densité, elle va diminuer petit à petit. Par exemple, si vous prenez toutes les étoiles de la Voie lactée et que vous les rassemblez vers le centre, eh bien ça va former un trou noir avant même que les étoiles se touchent. Vous voyez, c'est pas très dense, il y a des étoiles de densité normale, il y a du vide entre les étoiles, et pourtant c'est déjà un trou noir. Donc les trous noirs supermassifs, ils sont pas très denses, par contre les trous noirs stellaires, eux, ils sont très denses effectivement. Les trous noirs stellaires, ce sont ceux qui se forment à la suite de l'implosion d'une étoile, on en a parlé dans l'épisode sur les supernovas. Et donc pour répondre à ta question, pour comprendre à quel point les trous noirs sont denses, il faut imaginer que toute la masse du Soleil doit être comprimée dans un rayon de 3 km seulement pour former un trou noir. Et pour la Terre, il faut comprimer toute la masse dans un rayon de 9 mm seulement. Ensuite, Fred demande quand le héros rentre dans le trou noir s'il aurait dû subir le phénomène de spaghettification. Donc à proximité d'un trou noir, vous avez des forces de marée importantes qui vont étirer les objets et donc étirer les astronautes et les transformer en spaghettis. Mais ça c'est vrai pour les trous noirs stellaires qui sont très denses. Pour le trou noir du film, Gargantua, vu que c'est un trou noir supermassif, les forces de marée sont pas très grandes et donc il n'y a pas de phénomène de spaghettification. Les forces de marée, ça vient de la différence de gravité entre deux points d'un même objet. Pour expliquer ça, on peut utiliser les forces, on n'a pas besoin d'utiliser la relativité générale. Plus vous êtes proche d'un trou noir, et plus les forces de gravité sont importantes. Et donc si un astronaute tombe les pieds en premier vers le trou noir, ses pieds sont plus proches du trou noir, et donc ils subissent une force de gravité plus importante que le ventre. Et ça va étirer les pieds par rapport au ventre en direction du trou noir. Et la tête, elle est plus loin du trou noir que ne l'est le ventre, et donc elle va subir une accélération qui est moins forte que le ventre, et donc elle va rester en arrière, et ça va étirer l'astronaute encore plus. Voilà, ces forces dues aux différentes intensités de gravité tout le long d'un objet, c'est ce qu'on appelle les forces de marée. Et si ces effets de marée deviennent importants, effectivement vous êtes complètement étiré et vous finissez en spaghetti. Mais c'est pas ce qui se passe au niveau de Gargantua, parce que c'est un trou noir supermassif, et que les forces de marée ne sont pas si importantes que ça. Par contre, à l'intérieur du trou noir, juste avant de tomber sur la singularité, l'astronaute se fait pulvériser, effectivement. Question de Erken 1986, pourrais-tu expliquer pourquoi le fait que la planète soit près de Gargantua agit sur les marées? Alors l'effet de marée sur une planète, c'est un peu le même principe que ce qu'on a décrit sur l'astronaute. Par exemple, sur Terre, les forces de marée sont dues à la Lune et un peu au Soleil, donc les points qui sont proches de la Lune vont subir une force importante. Le centre de la Terre, lui, il va subir une force de gravité moyenne, et les points qui sont de l'autre côté de la Terre par rapport à la Lune vont subir une force plus faible. Ça vient du fait que plus vous êtes loin de la Lune, et plus la force de gravité est faible. Et donc du point de vue du centre de la Terre, les points qui sont en direction de la Lune, ils vont être très attirés par la Lune, donc ça va être déformé en direction de la Lune. Et les points qui sont de l'autre côté, eux, ils sont moins attirés que ne l'est le centre, et donc ils vont rester en arrière, et donc ça va créer une déformation aussi de l'autre côté. Tout ça, ça crée un étirement de la Terre dans le sens de l'axe Terre-Lune. Alors pourquoi est-ce que ça crée des vagues? Souvent on entend dire que c'est parce que les océans sont plus étirés que les continents, parce qu'ils sont plus malléables. Ça, c'est pas la bonne explication. Pour comprendre ce qui se passe, il faut pas regarder les forces verticales appliquées sur l'eau, mais les forces horizontales. Si vous avez une force verticale sur un plan d'eau, ça va pas faire monter l'eau. L'eau, elle est incompressible, elle reste au fond du lac. Par contre, si vous avez une force horizontale, ça va facilement faire bouger l'eau à droite ou à gauche. Et on peut tracer ces forces horizontales à la surface de la Terre pour regarder l'effet de la Lune. On voit que de ce côté, les flèches convergent vers un point, ça va accumuler de l'eau dans cette direction, et donc ça va créer une bosse en direction de la Lune,
avec un peu de retard le temps que l'eau s'écoule. Et même chose de l'autre côté, dans la direction opposée à la Lune, on a donc deux bosses au niveau de la Terre. Et comme la Terre tourne sur elle-même et que la Lune, elle, se déplace beaucoup plus lentement, en un point donné de la surface terrestre, vous allez passer par les deux bosses en 24 heures. C'est pour ça qu'il y a 2 marées par jour. Et sur la planète Miller, il n'y a que des océans, donc on peut imaginer un phénomène de résonance qui amplifie la hauteur des vagues. On peut aussi imaginer que comme la planète est très proche du trou noir, il y a des forces de marée plus importantes. Si vous voulez en savoir plus sur les marées, il y a une série de vidéos très bien faites sur la chaîne Les Idées Froides. Ça décrit bien le phénomène, on appelle ça le modèle dynamique de Laplace, et c'est le bon modèle pour comprendre le fonctionnement des marées. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne Les Idées Froides, je vous ai mis le lien en description. Ok, question suivante de Benjamin Courant. Pour que la différence d'écoulement du temps soit si énorme, la gravité du film est-elle représentative de ce qu'elle devrait être? Est-il possible que la gravité du trou noir s'additionne à celle de la planète? Alors non, il ne faut pas ajouter la gravité du trou noir à celle de la planète, parce que justement les astronautes suivent la même trajectoire que la planète. C'est le même phénomène qui fait que les astronautes dans la station ISS sont en apesanteur. Si on vous met dans un ascenseur qui est en train de tomber en chute libre vers la Terre, vous allez vous mettre à flotter dans l'ascenseur. Et bien les astronautes, c'est pareil, ils tombent en même temps que la station ISS. Bon, la station, elle tombe pas vers la Terre, elle tombe en tournant autour, donc ils vont pas se cracher, mais c'est bien une chute libre. Et la station, elle est très très proche de la Terre, elle est à 400 km de la surface seulement, à comparer aux 6400 km du rayon terrestre. Et donc la gravité terrestre, elle est encore très forte. Et si les astronautes ne sont pas collés aux parois en direction de la Terre, c'est parce qu'ils sont en train de tomber en même temps que la station. Donc dans le film, Gargantua attire la planète autant que les astronautes, et donc il ne faut pas ajouter les deux gravités, il faut prendre en compte seulement la gravité de la planète, et c'est pour ça que les astronautes marchent sur la planète comme s'ils étaient sur Terre. Question de Benjamin Guivarch qui demande à propos des horloges qui vont plus vite dans les GPS, est-ce que ça veut dire que si on restait dans le satellite, on vieillirait plus vite? Alors effectivement, dans le film, quand vous êtes proche du trou noir, le temps s'écoule plus lentement, et de la même manière, quand vous êtes proche de la Terre, l'effet est plus faible, mais le temps s'écoule plus lentement que pour des satellites GPS qui sont éloignés du champ gravitationnel terrestre. Et le temps mesuré par les horloges, c'est le temps biologique. Donc si vous êtes au niveau du satellite GPS, effectivement, votre temps va s'écouler plus vite, et donc vous allez vieillir plus vite. Alors vous pouvez vous dire c'est la même chose pour la station ISS, mais en fait c'est l'inverse parce qu'il y a un deuxième effet à prendre en compte qui est la vitesse de déplacement de l'horloge. Donc c'est ce que remarque Victor Igla en disant j'ai également entendu parler que la vitesse des corps jouait également un rôle sur l'écoulement du temps. Donc effectivement il faut prendre en compte d'une part la déformation du temps due à la vitesse, ça c'est décrit par la relativité restreinte, donc la théorie qui date de 1905. Et il faut prendre aussi en compte la déformation due à la gravité, et ça c'est décrit dans la relativité générale, qui est la théorie qui date de 1915. Donc pour les satellites, plus ils vont vite autour de la Terre et plus l'horloge ralentit, et en même temps plus ils s'éloignent du champ gravitationnel et plus l'horloge accélère. Donc il y a bien deux effets qui se compensent. Pour les GPS qui sont à très haute altitude, il y a vraiment une grosse différence de gravité, et donc c'est l'effet gravitationnel qui va l'emporter, et donc le temps va s'écouler plus vite. Par contre, pour la station ISS, on l'a dit, ils sont seulement à 400 km au-dessus de la surface, et donc la gravité, c'est quasiment la même qu'à la surface de la Terre. Et donc l'effet gravitationnel va être faible, c'est l'effet de la vitesse qui va l'emporter. Et donc dans la station ISS, les horloges avancent plus lentement que sur Terre, et les astronautes vieillissent moins vite. Alors vous pouvez vous dire, je vais aller sur la station ISS, comme ça je vais vieillir moins vite. Alors déjà, vous vieillissez moins vite par rapport aux gens sur Terre, mais vous, votre sensation, elle ne change pas. Et surtout, l'impesanteur fait que votre corps a tendance à se dégrader plus vite, donc c'est pas un bon calcul. Si vous voulez comprendre tout ça en détail, je vous mets un graphique, vous pouvez faire pause dessus. Donc on a l'effet de la vitesse en rouge, on voit que c'est cet effet qui l'emporte pour la station ISS, et on a l'effet de la gravité en bleu qui l'emporte cette fois-ci pour les satellites GPS. Et en rose, on a la somme des deux. Allez, une dernière question pour la route. Serge Franqui nous demande, peut-on penser que le temps n'existe pas et qu'il s'agisse d'une illusion mentale? Bon, c'est très spéculatif, mais il y a un livre de Carlo Rovelli qui travaille sur la gravité quantique à boucle et qui s'appelle « Et si le temps n'existait pas ?» Rovelli part du fait qu'en relativité générale, l'espace-temps et le champ gravitationnel, c'est une seule et même chose. Et quand on a deux concepts pour décrire une même chose, on va souvent se débarrasser d'un des deux concepts. Souvent, on se débarrasse du champ gravitationnel en disant qu'en relativité générale, la gravité n'existe pas, que c'est juste une déformation de l'espace-temps. Mais ce que dit Rovelli, c'est qu'on pourrait faire l'inverse, garder le champ gravitationnel
et se débarrasser de l'espace-temps, et donc se débarrasser du temps. Et donc, au lieu de décrire l'univers comme des particules à l'intérieur d'une boîte, que serait l'espace-temps, on décrit l'univers comme un ensemble de particules et de champs, c'est tout. Voilà pour les réponses aux questions. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Pour la prochaine vidéo, on commence une série sur l'électromagnétisme, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tout ça. Allez, à bientôt!